Il y a deux phénomènes conjoints. Il y a une augmentation de la violence, mais surtout il y a une radicalisation dans la violence. Donc ça veut dire qu'on voit des actes de plus en plus violents et de plus en plus nombreux. Alors comment on l'explique désormais ? L'augmentation de la violence. D'une part, on voit une première partie, c'est que en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il y a une partie des gens qui considèrent qu'en fait la loi de la République ne s'applique plus, on ne peut plus obtenir la justice, et donc ils s'obtiennent la justice par eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils vont se battre notamment. Et donc la première réponse, c'est la réponse pénale. En fait, à partir du moment où vous ne pouvez pas obtenir justice par les lois de la République et par la justice de votre pays, en fait, il y a une partie des gens qui considèrent qu'ils vont se donner justice eux-mêmes. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a des lois de bande, et donc des gens en bande organisée qui considèrent que leurs lois et leurs règles sont plus importantes que les lois de la République. Et donc pour ça, c'est ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, on en a de plus en plus. Et comment on fait désormais pour que la République et surtout le projet français soit plus puissant que le projet des lois des bandes. Donc il faut s'attaquer à un phénomène qui est important, c'est le phénomène dénoncé par Christophe Guilluy dans certaines bandes, c'est le phénomène de l'immigration. Christophe Guilluy l'explique parfaitement, c'est qu'il y a en fait... Vous liez l'immigration à la sécurité ? Dans certains quartiers, et en fait Christophe Guilluy l'explique clairement dans Le Temps des gens ordinaires, c'est qu'en fait l'arrivée de populations de plus en plus jeunes provoque de la violence, et en fait c'est quand les gens vieillissent qu'en fait que des quartiers deviennent de moins en moins violents, et c'est l'arrivée de nouvelles populations de plus en plus jeunes qui provoque ce phénomène. Ensuite après il y a une quatrième réponse, c'est l'application des peines. En fait vous pouvez obtenir une justice et le juge peut peut-être prononcer une peine, mais en fait elle sera jamais exécutée. C'est pour ça que vous avez un problème dans le milieu policier. Il y a des policiers qui sont de moins en moins contents et qui sont en perte de sens en fait, parce qu'ils attrapent des délinquants. Vous voulez dire que le plus important c'est la certitude de la sanction pour le délinquant ? Ah bah oui, évidemment. Parce qu'en fait le premier constat, c'est qu'à partir du moment où la loi de la République ne s'applique pas et les gens ne peuvent pas obtenir justice, il faut un moyen d'obtenir la justice et surtout de faire appliquer la justice. Parce que si vous condamnez quelqu'un mais qu'il est relâché au bout d'une semaine ou au bout d'un an, les gens ont un sentiment d'impunité. C'est ce qui provoque cette augmentée de la violence. Jean-Christophe. C'est parce que depuis une trentaine, quarantaine d'années, on a mené une mauvaise politique. En fait, globalement, les dépenses publiques augmentent. Donc l'État français dépense de plus en plus d'argent, mais il le dépense mal. En fait, l'État nounou social devient de plus en plus gros, il devient obèse, alors que l'État régalien maigrit. On observe les statistiques depuis une quarantaine d'années. Les dépenses sociales explosent, dans le même temps, les dépenses régaliennes et les dépenses de la justice baissent. Ensuite, après, il faut mener deux actions conjuguées. Augmenter les moyens de la justice et pour la police, mais dans un deuxième temps, avoir plus de volonté politique. C'est pas normal aujourd'hui que quand quelqu'un assassine une autre personne, il n'ait pas une peine beaucoup plus longue. Enfin, si vous regardez la proportionnalité, mettez-vous à la place d'une famille ou d'une mère de famille qui perd son enfant. Il se dit que la personne qui a tué son enfant va aller en prison 5, 6, 7 ans. Est-ce que vous trouvez ça proportionné ? 5, 6, 7 ans pour un homicide, ça n'est pas une peine habituelle. Non, mais bien sûr, mais c'est une caricature de façon exprès. Mais globalement, Julien Audoul avait posé la question. Non, vous caricaturez, on est d'accord. C'est pour bien préciser les choses. Julien Audoul avait posé la bonne question. Quand vous commettez un homicide, mais vous passez que 20 ans en prison, 22 ans au maximum, et qu'il n'y a pas de perpétuité réelle, en fait, il n'y a pas de sentiment de justice et de proportionnalité. Donc il y a un premier point, c'est la question de la proportionnalité qui doit être menée par le juge. C'est le juge qui doit pratiquer l'individualisation des peines. S'il y a une personne qui éventuellement est capable d'avoir une deuxième chance, éventuellement on peut raccourcir les peines. Mais dans la plupart des cas, il y a des personnes qui sont récidivistes, qui ont un casier judiciaire avec 20, 30 peines et qui sont condamnées à 10, 15 ans de prison. Il n'y a aucune chance pour que ces personnes s'en sortent et puissent se réinsérer dans la société. Donc il faut les condamner quasiment à vie. Ensuite, après, il y a un autre moyen, c'est augmenter les moyens de la justice pour que la justice puisse répondre beaucoup plus facilement. Globalement, quand la justice intervient aujourd'hui, parfois il faut attendre 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans avant de rendre une peine. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'une personne ne soit pas incarcérée immédiatement parce qu'elle est nuisible à la société. Donc il faut l'emprisonner et appliquer une réponse pénale qui soit beaucoup plus ferme. Ce chapitre je retrouve bien le communiste en fait. C'est ce qu'il disait en fait avec l'époque de l'URSS. Si le communisme ne marche pas, c'est qu'il faut... mais arrêtez les caricatures, monsieur T. Écoutez, vous avez vu le maire de Corbeil-Essonnes, vous savez, les communistes... Laissez parler William T. Qui vous a écouté, laissez-le parler. D'accord, mais moi j'ai pas caricaturé son propos, donc je globalement, en fait, il faut mettre plus de moyens alors qu'on a déjà mis beaucoup de moyens. Je prends un exemple. La Seine-Saint-Denis, c'est le 15e département le plus riche de France et il concentre malgré tout les problèmes en termes de PIB par habitant. Si on part en Lozère ou dans la Creuse, vous n'avez pas un tel niveau. Donc le problème, c'est comment on fait pour sortir les gens de ces quartiers. Pour les sortir de ces quartiers, il faut mettre en place des internats d'excellence et puis sortir en fait les élèves, au lieu qu'ils aillent dans des ZEP, il faut les envoyer dans des écoles privées et éventuellement rémunérer les écoles privées pour qu'ils accueillent ces enfants, pour les sortir de la pauvreté, de la misère, le cercle vertueux. Mettons des moyens dans l'école publique. Oui. Ce qui concerne la mauvaise gestion de cette crise. Alors moi je pense que le gouvernement il n'est pas responsable du premier confinement.
En fait, c'est un phénomène qui était nouveau et tous les gouvernements ont fait face au même phénomène d'un coup. Les deux seuls éléments où ils sont responsables, c'est sur la question du masque et sur la question de l'importation du virus par rapport à Wuhan. Ensuite, par contre, ils sont responsables en fait à partir du 11 mai, de la date du déconfinement annoncé par Édouard Philippe à l'époque. Et là, ils n'ont pas mis en place plusieurs mesures qui nous permettent de prévenir la deuxième, troisième vague, alors que différents médecins avaient annoncé sa possibilité d'avoir 2, 3, 4, 5, 6 vagues. Le problème en fait du gouvernement, c'est globalement, ça a été dit précédemment, c'est à la fois le manque de stratégie et de visibilité. Je pense que vous avez tout à fait raison. On peut annoncer une situation qui est mauvaise, mais en donnant un horizon. Pendant 6 mois, on sera comme ça, mais on ne change pas tous les 15 jours qui devient sacrément anxiogène. Ensuite, le deuxième élément, c'est la question de la prévision. En fait, vous l'avez dit, c'est comment prévoir en fait, par rapport à l'avenir et ce qui va nous arriver et préparer en fait, la France à ces temps de guerre. Emmanuel Macron avait parlé de guerre en fait, lors du premier confinement. Mais si nous sommes en guerre, pourquoi est-ce que les Français ne sont pas armés pour lutter contre ce virus? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu des masques au premier moment, pas assez de tests et puis ensuite pas assez de vaccins? Globalement, la responsabilité du gouvernement est importante, même si elle a des circonstances atténuantes. D'une part, parce qu'en fait, même si tous les pays sont touchés, et ben, la crise du coronavirus a marqué le déclassement de l'Europe par rapport à l'Asie. Et au sein de l'Europe, la France est déclassée par rapport aux autres pays. Alors, il y a deux éléments. D'une part, la territorialisation des mesures va dans le bon sens. Parce que globalement, depuis surtout la deuxième vague, en fait, on souffre de quelque chose de profond en France. C'est l'obsession d'égalitarisme. Globalement, on n'a pas besoin de confiner les jeunes et les actifs. Globalement, si on veut confiner et être très efficace, il faudrait confiner plutôt les personnes à risque. Donc ces personnes âgées et personnes souffrant de morbidité. Ensuite, après, il y a un deuxième... Mais ces personnes-là, elles s'auto-isolent déjà d'une certaine manière. Ce sont celles qui prennent le moins de risques, qui sortent le moins, qui ont de moins de vie sociale. C'est déjà le cas dans la réalité. Oui, mais sinon, il n'y aurait pas des cas de réanimation, monsieur, et il n'y aurait pas de cas de personnes qui mourraient, parce qu'il y a très peu de gens de moins de 50 ans qui meurent, ou moins de 60 ans. Donc s'il y a des gens qui meurent, c'est globalement, ils sont touchés par le virus. Ensuite, après, il y a un deuxième élément. C'est la question de la territorialisation des mesures. C'est parce qu'en fait, globalement, le confinement strict dans tout le territoire ne sert strictement à rien, parce que les taux d'incidence ne sont pas les mêmes entre départements. Et donc, aller dans la territorialisation des mesures va plutôt dans le bon sens. Donc ensuite, après, comment faire? Moi, je pense que le gouvernement, il est souvent critiqué. Par contre, on peut dire qu'il a pris une bonne mesure, c'est de vaincre la dictature sanitaire en refusant le confinement et en refusant le diktat des médecins. La dictature de qui? Des médecins, oui. Bien sûr, moi, c'est ce que je pense. En fait, on a deux problèmes en France. La première, c'est la technocratie administrative qui a pris du retard sur les vaccins. Et la deuxième, c'est la technocratie scientifique. Globalement, les médecins prennent des mesures pour maximiser, à chaque fois quand ils font des recommandations, ça a été vu dans la note du mois dernier par le Conseil scientifique, pour éviter le moindre décès. Par contre, il ne faut pas tout le temps les écouter. Ils émettent des recommandations, mais les recommandations ne sont pas bonnes dans tous les plans de politique publique, parce qu'il y a un volet économique, il y a un volet social, et il y a un volet psychologique que les médecins ne prennent pas en compte, et il faut que le gouvernement prenne en compte, et je trouve que pour cette troisième vague, il s'en sort plutôt bien. Alors on va laisser le professeur responsable. On le voit lorsqu'on juste regarde dehors, là, à l'extérieur, le couvre-feu est plutôt respecté. Quand on circulait lors du premier confinement, pour faire des achats de première nécessité, il était respecté. Je pense qu'en fait, le gouvernement est faible contre les forts et fort contre les faibles. Il est fort contre les petits gens qui sont avec leur attestation pour faire une petite promenade, pour promener leurs chiens, pour faire leurs courses. Par contre, il est faible contre les lois de les bandes. Il est faible contre l'insécurité. Il est faible dans les territoires perdus de la République. Et c'est là, en fait, qu'il faut envoyer les policiers. C'est pas pour contrôler les Français. Les Français sont responsables. Après 1 an de crise sanitaire, aujourd'hui, les gens respectent les gestes barrières. Ils respectent les mesures édictées par le gouvernement, même s'ils sont contre. Quand on compare la France par rapport aux autres pays, il n'y a pas eu de grandes manifestations contre les mesures du gouvernement qui étaient pourtant liberticides. Et pourtant, même s'ils étaient contre le confinement, ils ont quand même respecté le confinement. Toutes les mesures restrictives de liberté, le couvre-feu, même l'avance à 18h, les commerçants ont respecté les mesures aussi, alors que pourtant, ils jouent tout leur salaire et la vie de leur foyer par rapport à ces mesures. Et ils ont tout respecté. Donc je pense que le gouvernement ne prend pas dessus, se trompe complètement. Il devrait déplacer ses policiers et les envoyer contre les délinquants. Alors on a parlé des... On n'a pas depuis septembre, c'est les lieux de contamination en fait. En septembre, le Conseil scientifique avait sorti une information en disant que ceux qui donnaient le plus de lieux de contamination, c'était les rassemblements familiaux et les lieux de travail. Les restaurants et les bars étaient responsables de 8,9% des contaminations. Aujourd'hui, on aurait besoin de savoir quels sont les lieux de contamination pour en fait prendre les mesures qui sont adaptées aux lieux de contamination. Aujourd'hui, les bars et les commerces, en fait, aujourd'hui, sont fermés. Les bars, éventuellement, on peut les fermer parce qu'il y a des rassemblements qui sont proches. Mais sur les restaurants, avec un respect de protocole sanitaire, il n'y a aucune chance de lieu de contamination. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat et d'avoir accepté notre invitation. Je vais remercier le professeur Poindron également. Merci, professeur, d'avoir été avec nous. Malheureusement, on arrive au bout et à la fin de cette émission. Dans un instant, le journal de la nuit, présenté bien sûr par Anne Maquignon, qui reviendra sur ce dernier week-end parisien, peut-être dernier week-end sans confinement. C'est ce qu'elle nous dira donc dans le journal de la nuit. Très belle soirée à tous sur CNews et à demain, 22h.